Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Dossier brûlant. L'émission qui analyse, qui décrypte et qui passe en revue l'actualité nationale et internationale. Ce soir, avec mes invités, nous passerons en revue le discours sur la situation de la nation présenté par le Premier ministre Apollinaire Kilem de Tambela. La lutte contre l'insécurité, la gestion de la crise humanitaire, la réconciliation et une refondation consensuelle de la société, la gouvernance économique. Dans cette émission, les grands axes qui nous intéressent, bien entendu, tout ne peut pas être abordé. Les grands axes qui seront abordés, c'est la lutte contre l'insécurité. Cela s'entend avec la gestion de la crise humanitaire, la réconciliation, les élections et la diplomatie. Le Premier ministre l'a dit fort à propos, il nous faut une diplomatie réaliste et conquérante et rien ne peut nous être imposé. Ce sont ses mots à lui. Sur ce plateau, pour en parler, trois invités. Je vais commencer par ma gauche. Athanas Boudou, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le vice-président chargé des relations extérieures et du panafricanisme de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sans charisme. Mais vous êtes ici et vous répondez justement ici à notre invitation sur le couvert du Front patriotique, dont vous êtes le secrétaire général. Le Front patriotique, je vous rappelle, qui était un regroupement d'organisations citoyennes, partis et mouvements politiques. Et je précise encore que vous avez été ambassadeur du Burkina Faso au Canada. Vos vis-à-vis, Pato Tondassi, bonsoir. Bonsoir. Acteur de la société civile, président du CRED, le cadre de réflexion et d'action pour le développement durable. Exact. Et enfin, Ali Batra, Ouedraogo, qui s'est retiré de la scène politique après, j'allais dire, 25 ans d'engagement et de lutte, fait de fortunes diverses. Ce sont vos mots. C'était le 13 février dernier 2023. Vous avez dit, je quitte la politique. Et vous êtes ce soir, ici, sur ce plateau, analyste politique. Merci. Bonsoir, merci. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va aller très rapidement avec ce discours sur la situation de la nation du Premier ministre à l'Assemblée législative de la transition. C'est le 30 mai, 6 mois après son discours de politique générale. Le Premier ministre Apollinaire Joachim Sonko Kilem de Tambela est revenu devant la représentation nationale. Athanas Boudou, quand vous l'avez écouté, quand vous avez suivi son exercice devant les représentants de la nation, les députés, cela s'entend, est-ce qu'il vous a convaincu dans l'ensemble? Alors, dans le fond, c'était vraiment un bon discours. Okay. Je parle du fond, mais la forme m'a laissé vraiment sur ma soif. Sur quel plan? Je vais dire que il s'est plutôt adressé à une partie de la population, alors que généralement, à ce niveau de responsabilité, c'est à tous les Burkinabés. En fait, quand vous dites qu'il s'est adressé à une partie de la population, faites allusion à ce qu'il dit, il n'est pas là pour rassembler tout le monde ou, non, pas forcément. Okay. C'est le ton, la forme, parce que vous savez que le Burkina est à majorité analphabète. Et ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre certains langages. Donc, du coup, il faut vraiment être averti pour aller lire entre les lignes, pour comprendre certaines initiatives. Et surtout, le rendu aussi a été d'un ton, à mon avis, et qui n'est pas un ton qui permet à tous les Burkinabés de pouvoir s'inscrire dans son sens. À votre avis, il parlait à qui? À une partie de la population, à ses partisans, en fait, parce qu'il était devant la représentation nationale pour parler de la situation de la nation, donc au Burkinabé. Oui, bien sûr. Voilà, justement, pour moi, il parlait à ses partisans. À ses partisans. Oui. Pardon, est-ce que vous avez eu le même sentiment? Bon, moi, j'ai plutôt vu un Premier ministre qui a été à l'aise dans son discours, qui a tenu un langage de vérité. Et mon interlocuteur parlait de forme. J'allais dire que pour moi, il serait intéressant que désormais que nous puissions travailler à ce que de tels discours soient prononcés dans nos langues nationales. Moi, c'est à ce niveau-là que je voudrais insister. Sinon, je pense que dans le fond, comme dans la forme... Vous n'avez pas eu le sentiment qu'il s'exprimait à une partie de la population, à ses partisans, comme l'a souligné... Non, je n'ai pas eu cette impression. Je pense qu'il s'est adressé au Burkinabé. Et comme la représentation nationale, c'est un peu... voilà, une représentation de l'ensemble de la population. Je pense qu'en s'adressant à l'Assemblée,
Il s'adressait à la population. Il s'adressait à la population. Voilà. Ali Badra Ouedraogo, votre avis? Bon, déjà, vous l'avez rappelé, hein, et je veux aller dans cette dynamique-là pour dire que le Premier ministre a sacrifié à une exigence constitutionnelle, une tradition constitutionnelle. J'estime que ce discours donc, sur la situation de la nation est une opportunité qui lui a été offerte pour effectivement s'adresser à la représentation nationale. Et je rappelle que c'est une exigence constitutionnelle consacrée par l'article 109 de la Constitution. Et c'est aussi donc, en tout cas, un exercice qui s'inscrit dans la dynamique de l'interaction qu'il doit y avoir entre l'exécutif et le législatif et consigné donc dans le règlement de l'Assemblée législative de transition. Donc déjà, en tant que légaliste et républicain, lorsque nous constatons que dans un contexte où tout est urgent et que le Premier ministre n'a pas donc oublié cet aspect des choses pour se conformer donc aux textes légaux au niveau du pays, je pense que c'est un bon point. Et je veux également dire que d'une manière globale, le discours, je l'ai trouvé très bien calibré, bien à propos, parce que le discours a donné l'opportunité au Premier ministre de faire quand même un tour d'horizon sur l'ensemble des questions essentielles qui traversent la vie de la nation. Vous voyez, la question sécuritaire, la question des PDI, je pense qu'on va y revenir. Donc pour moi, si c'est la qualité, c'est-à-dire donc le langage qui a été utilisé, et comme donc mon vis-à-vis le disait tout à l'heure, de plus en plus, dans tous les discours officiels, je crois que, prenant en compte la sociologie donc, de notre population, il sied quand même qu'après coup, il y a donc des traductions dans nos langues nationales majeures pour permettre quand même une certaine accessibilité de ce discours-là à la majorité des populations. Parce que ce que le Premier ministre a fait, c'est un devoir de redevabilité, qui est donc une exigence, en tout cas, voilà, donc constitutionnel, mais un devoir de redevabilité qui s'inscrit dans la dynamique des exigences aussi de la bonne gouvernance. Donc je crois que, en tout cas, je trouve que le discours d'une manière globale a donc répondu à mes attentes, même si dans la suite donc du débat, on va revenir sur ça, quand même quelques aspects du discours qui m'ont laissé un peu sur ma soif. Vous n'êtes pas, enfin, il n'y a pas d'éléments qui fondent l'argument selon lequel, je crois qu'Athanas Boudou l'a relevé, l'a souligné, que le Premier ministre, le chef du gouvernement, parlait à une partie de la population et non à toute la population burkinabé. Non, ça dépend de l'angle d'analyse donc dans lequel on se situe et la perception qu'on a. Vous savez, quand un discours est prononcé, on peut avoir une interprétation diversifiée du discours. C'est pour cela d'ailleurs, en tant qu'analyste politique... Selon votre position, selon, je ne sais pas, votre couvert politique, ou enfin, selon quoi on peut avoir une analyse différente? Non, en réalité, la question que nous devons nous poser est à quoi répond effectivement un tel discours. C'était donc un canal de communication institutionnelle ou politique entre les mains donc, du chef du gouvernement pour pouvoir effectivement renseigner les Burkinabés, l'opinion nationale, voire internationale, sur la marche actuelle de la dynamique gouvernementale. Et je crois que cette occasion qui lui a été offerte a pu effectivement donner le lieu à ce que, sur les questions majeures, nodales, essentielles, qui concernent la vie de la nation, il est revenu là-dessus. Donc je crois que déjà, vu sous cet angle-là, c'est un discours que l'on peut dire qui est acceptable. Maintenant, c'est une œuvre humaine. C'est pour cela que nous sommes d'ailleurs là ce soir pour en débattre, parce qu'effectivement, il peut y avoir donc des aspects du discours qui n'ont pas convaincu. Alors, on va se sur la forme du discours. Alors, sur la question essentielle qui intéresse les Burkinabés, notamment la lutte contre l'insécurité. Athanas Boudou, le Premier ministre a parlé de... Il s'est beaucoup appesanti justement sur cette question parce que c'est véritablement ce qui fonde la gouvernance, ce qui fonde aujourd'hui la légitimité même du pouvoir de transition. Sur les aspects qui ont été énoncés par le chef du gouvernement, est-ce que vous êtes dans cette affaire, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que les autorités sont dans la dynamique aujourd'hui, dans la recherche des solutions à la crise sécuritaire? Alors, pour aborder la question de la gestion de la crise sécuritaire de façon globale, il faut d'abord comprendre quels sont ceux qui entretiennent le terrorisme. Et sur cette base, maintenant, on met la corrélation pour voir est-ce que les actions qui sont entreprises peuvent venir à bout de ce phénomène. Parce que là, si vous suivez tous les rapports, en premier lieu, le rapport qui est fait régulièrement par l'ANR,
vous comprendrez l'Agence nationale de renseignement, vous comprendrez que la question terroriste est entretenue par des groupes extérieurs au Burkina, de grands groupes d'ailleurs. Pour ne pas les citer, vous avez le groupe DGS. Voilà, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Vous avez l'État islamique du Grand Sahara. Et quand vous prenez rien que ces grands groupes, par exemple pour le GICM, eux, par exemple, ils s'appuient sur des responsabilités locales, des responsables locaux. Par contre, quand vous prenez l'État islamique, c'est surtout des groupes sahraouis et qui ont des réseaux un peu partout, en Afghanistan, et en Syrie, en Irak, un peu partout, et qui sont financés d'abord par l'autofinancement à travers le paiement des zakats, ainsi de suite, tout ça, mais surtout qui sont financés par des États extérieurs. Ça, c'est dit par l'ANR. Ce qui veut dire que ça a un niveau élevé. Et puis naturellement, quand on parle de ceux qui sont sur place, parce que quand on revient, vous avez des groupes qui sont sur place qu'ils recrutent. Parce que ça, ce n'est que des ressources de la main-d'œuvre pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Parce que leurs objectifs, c'est surtout la création d'États islamiques. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est une situation très complexe et même trouble. Et ce qui veut dire que la démarche aussi doit pouvoir aller dans ce sens à tous les niveaux. Et ce n'est pas seulement le tout militaire qui peut résoudre. Est-ce que la démarche entreprise par le gouvernement de transition ne va pas dans le sens que vous indiquez? Je pense que la démarche entreprise par le gouvernement est insuffisante. Insuffisante pour la simple raison que nous avons, à travers notre plateforme de lutte, pensé que pour pouvoir résoudre la crise, il faut s'attaquer à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau de l'intérieur, comment on s'organise, parce que nous avons préconisé la guerre généralisée. La mobilisation en général. La guerre... On va y revenir, mais en même temps, avant de passer la parole aux autres invités, est-ce que 6 mois, je veux dire, le président Ibrahim Traoré est là depuis le 30 septembre 2022, le coup d'État. Ensuite, il y a eu la nomination du Premier ministre et des membres de son gouvernement. Est-ce que dans ce laps de temps, quand vous dites les résultats sont insuffisants, est-ce que le gouvernement pouvait mieux faire par rapport à ce que aussi se dit aujourd'hui sur les actions qui sont menées par les forces combattantes sur le terrain? Quand je dis que les résultats sont... Je n'ai pas dit que les résultats sont insuffisants. Ouais. J'ai dit que les stratégies mises en place peuvent être améliorées pour pouvoir avoir de bons résultats. Parce que déjà pour la guerre généralisée, quand nous parlons de cela, ça veut dire qu'on doit mieux s'organiser à travers par exemple des comités de défense de la patrie, par exemple. Ce qui veut dire que les volontaires, c'est des volontaires. Par exemple, mon frère Ouedraogo qui est là peut aller s'inscrire à Ouéoué ou bien quelque part. Alors que quand c'est des comités, à l'image, par exemple, de ce qui s'est fait ailleurs, que ce soit en Algérie avec les wilayas et puis avec toute l'organisation, que ce soit ce qui s'est passé au Vietnam ou bien pendant la Révolution avec le comité de défense de la Révolution, vous allez voir qu'il y a une idéologie derrière qui est opérationnalisée à travers une stratégie. Et sur cette base, les comités dans chaque village déjà prennent en charge même leur défense. Et c'est ça qui contribue à bâtir une armée populaire. Parce que nous avons parlé plutôt d'armée populaire. Le Premier ministre a parlé de réorganisation également de l'armée. Je pense que c'est contenu dans son discours. Pato, vous voulez réagir? Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on ne peut jamais être satisfait totalement par rapport à ce qui est fait sur le terrain. Parce que quoi qu'on dise, il y a des contraintes. Mais moi, je voudrais regarder l'action de ce gouvernement-là, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est là, sur 3 angles. Je vais regarder au niveau de la vision même, de la lutte. Je vais regarder au niveau de l'engagement et je vais regarder aussi sur les résultats. Déjà, au niveau de la vision, il faut reconnaître qu'il y a quand même une certaine clarté. Aujourd'hui, ils ont pu faire comprendre aux Burkinabés comment est-ce que
ils veulent faire face à cette guerre qui nous a été imposée. Une guerre totale. Une guerre totale. Alors, et vous êtes d'avis? Ben, je suis d'avis parce que la guerre, elle s'impose à nous comme une guerre totale. Okay. Aujourd'hui, l'ennemi est sur tout le territoire. L'ennemi étant sur tout le territoire, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest, au sud et au centre, l'ennemi est partout. Comment est-ce que nous pouvons réussir dans une telle guerre si nous ne menons pas une guerre totale? Pas des complices ou pas des ennemis? Enfin, quand vous dites l'ennemi est partout sur le territoire national. Les terroristes sont combattus tant à l'ouest, à l'est, au nord, qu'au sud de notre pays. C'est pour cela que, même au centre, c'est pour cela que je dis que les terroristes sont partout. Okay. Et ce n'est qu'une guerre totale qui peut faire face à une telle situation. Donc moi je dis que déjà au niveau de la vision, il y a quand même une certaine clarté. Au niveau de l'engagement, on peut voir que depuis le 30 septembre justement, il y a des actions qui sont posées. Que ce soit au niveau de l'acquisition en armement, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je n'ai pas les statistiques, mais si vous faites le point pour ces peut-être 5 derniers mois, ce qui a été acquis en termes d'armement, en termes de munitions, en termes de matériel de protection même de nos combattants, c'est beaucoup. Il y a eu un renforcement de nos capacités opérationnelles. C'est vrai que l'armée ne communique pas très souvent sur les acquisitions en termes d'armement. Et les autorités politiques, je vais parler du Premier ministre et du chef de l'État, ont parlé justement d'acquisition pour l'armée. Mais en même temps, quand le Premier ministre dit dans son discours, l'armement faisait défaut sous les gouvernements précédents. Sur la santé, le stock disponible était mal entretenu et mal géré. Une arme individuelle pour 3, parfois pour 5 dans l'armée. Les soldats se passaient les armes, parfois défectueuses à tour de rôle pour aller au front. Ça, c'est ce que le Premier ministre dit. Alors, moi, ma question est, où sont passés les milliards de francs CFA qui sont injectés au niveau de la défense pendant tous ces gouvernements précédents? Où sont passés la loi de programmation militaire de 2018 à 2022 qui donnait à la défense de notre pays près de 725 milliards de francs CFA? Bon, voilà, c'est vrai que c'est une belle question, mais permettez que je termine en fait mon analyse. Mais je veux dire par rapport à cette question que ni moi, peut-être ni le Premier ministre qui n'était pas aux affaires, ne peuvent avoir vraiment la réponse appropriée à cette question, ce qui est fait des milliards qui ont été alloués justement à l'acquisition des armes. Bon, quelqu'un d'autre pourra peut-être apporter une réponse appropriée à cette question-là. Mais je dis qu'au niveau de l'engagement... Je précise également qu'il y a des dépenses qui sont sous le sceau du secret de défense, dont voilà, des acquisitions. Exact. Et on sait aussi qu'il y a des choses qui ont été acquises aujourd'hui, qui peut-être dont les commandes ont été faites il y a un peu très longtemps. Mais je veux dire qu'au niveau de l'engagement, même au niveau du renforcement des capacités opérationnelles, on a vu un recrutement massif tant des FDS qu'au niveau des VDP. Et cela est à saluer. Et aussi, on a vu un armement, et même le président l'a dit, qu'avant, comme vous venez de le dire, peut-être trois soldats se partageaient une arme, mais aujourd'hui, chaque soldat burkinabé, chaque VDP, et même les agents de la sécurité intérieure, chacun peut dire que j'ai une arme à ma propriété. Et que c'est ce que le Premier ministre a dit. Et que l'acquisition est toujours en cours. C'est ce que, regardez dans le discours du Premier ministre, ça y est dedans. C'est ce qu'il dit. Mais je pense que dans tous les cas, il n'a pas à venir mentir devant l'Assemblée alors qu'il va se faire rattraper sur le terrain par ceux qui sont sur le terrain. Et il a dit que c'est des acquisitions en cours. Quoi qu'on dise, je veux dire qu'au niveau de l'engagement, c'est clair qu'il y a une différence. Je vais regarder les résultats. Avant, nous repoussions les attaques. À chaque fois, on dit, nous avons pu repousser telle attaque dans telle zone et telle zone. Mais aujourd'hui, nous partons chercher les terroristes où ils sont. Donc déjà, ça, c'est des résultats concrets. La dynamique a changé. La dynamique a changé. On voit que la peur a changé de camp, comme on le dit. Donc, quoi qu'on dise, même s'il y a des insuffisances, il faut dire que la gestion de la crise sécuritaire aujourd'hui, il y a des points positifs assez remarquables que tout Burkinabé, tout observateur doit pouvoir remarquer. Ali Badra Ouedraogo, la peur a changé de quand aujourd'hui, eu égard à ce qu'il vient de dire par rapport à la dynamique des opérations des forces combattantes. Aujourd'hui, on a sur le terrain beaucoup d'offensives, quoique sous les régimes précédents, il y avait, comme il a relevé, comme une sorte de position un peu sur la défensive.
Votre appréciation? Je pense que sur des questions assez sensibles comme ça, nous devons nous garder donc d'être affirmatifs sur certaines choses, n'étant pas à des niveaux pertinents de responsabilité. Lesquels? Qui nous permettent, bien sûr, le Premier ministre a dit que la peur a changé de camp. Il dispose donc par devers lui des éléments d'appréciation qui lui permettent de le dire. Mais moi, citoyen lambda qui suis situé quand même à 1000 lieues de la sphère donc, de la gouvernance, il m'est donc impossible, de par ma position, de pouvoir donc être aussi affirmatif que ça. Mais il y a quand même une relation de confiance qui doit exister entre les gouvernants et les gouvernés. Donc, moi, je peux simplement dire que nous faisons confiance au gouvernement. Mais ce qui nous est donné de voir en tant qu'observateur, c'est qu'il y a une vérité, à mon sens, que l'on ne dit pas aux Burkinabés. Et je pense qu'il faut faire de la pédagogie. En réalité, pour tous ceux qui s'intéressent aux questions liées au terrorisme, il est difficile, lorsque le terrorisme prend pied dans un État, d'en finir avec. C'est au moins quand même trivial. Les exemples sont légion à travers le monde et on peut citer le cas du Mali. Depuis 2013, où les Maliens, nos frères maliens se battent contre cette hydre-là, et jusqu'à présent, il y a des manifestations assez, donc, j'allais dire, très ouvertes de ce phénomène. Donc, ce qu'il faut dire aux Burkinabés, c'est que nous devrions nous mettre ensemble pour pouvoir effectivement juguler les conséquences néfastes du terrorisme, c'est-à-dire les massacres à grande échelle, mais même si nous arrivons, et c'est le souhait que l'on formule, à faire reculer le terrorisme, il va sans dire qu'il va toujours demeurer le terrorisme résiduel. Donc ça c'est évident et nous devons apprendre à vivre avec. Mais ce qu'il faut faire, il faut éviter. Vous êtes en train de dire qu'on ne pourra pas, enrayer la menace terroriste. Il faut pouvoir vivre avec cela. Je suis en train donc de verser sur la table des éléments factuels. Regardez, promenez votre visa d'observateur à travers le monde où le terrorisme, donc, en tout cas, on a pu enregistrer le terrorisme. C'est très difficile et ça prend beaucoup de temps. C'est pourquoi il faut de la résilience. Il faut de la résilience, il faut intégrer cela dans nos comportements de tous les jours. Mais ce que je suis en train de dire... Cela fait 8 ans, 2015, que nous sommes dans cette situation. Il y a eu beaucoup d'approches, beaucoup de propositions. On a parlé de... Même la mobilisation des VDP, ce n'est pas sous la transition actuelle, c'était sous le régime précédent. Non, il y a une question que vous avez posée, qui est une question essentielle à mon humble avis. En fait, je ne suis pas adepte du nivellement des différents régimes. Okay. Vous savez que chaque régime vient avec ses réalités. Et chaque régime, effectivement, lorsqu'il arrive, il y a un contexte. Donc, aujourd'hui, comparer le régime de Roch-Marc Christian Kaboré à celui donc, du président Ibrahim Traoré en passant par celui de Paul-Henri Sandaogo Damiba, je crois que ce n'est pas le but de la manœuvre. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes tous dans ce pays et depuis donc l'arrivée du régime actuel, évidemment, sans fioriture, nous devons pouvoir dire que la donne a changé. La donne a changé parce que tout simplement, pour conduire la guerre, il faut un leadership qui inspire. Et nous avons aujourd'hui à la tête de l'État, en tout cas, un leader qui inspire, qui se comporte comme un chef de guerre. Et qui, effectivement, selon donc, sa vision de la conduite de la guerre, a bénéficié d'une certaine, j'allais dire, onction populaire qui a permis, dès les premières heures, effectivement, de prendre des mesures en termes, bien sûr, de redimensionnement au niveau de l'armée, et en termes également de mobilisation générale, on va en venir, même si cet aspect des choses, on déplore le fait que jusqu'à présent, il n'y a pas donc les décrets d'application. Mais tout compte fait, il y a un effort qui a été consenti en termes d'équipement et en termes donc de changement de paradigme au niveau de la stratégie. Donc aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, nous assistons donc à des hauts faits de guerre, effectivement, qui sont le fait de notre armée et de nos VDP. Je mentionne également de passage le recrutement massif des VDP et vous avez vu comment les Burkinabés, comme un seul homme, se sont mobilisés pour défendre et sauvegarder leur patrie. Ça, c'est un bon point, c'est une plus-value que nous n'avions pas remarqué sous les régimes antérieurs et c'est une bonne chose. Est-ce qu'il faut une guerre totale pour enrayer la menace? Je te réduis à sa simple expression le terrorisme. Est-ce qu'il faut négocier? La question est revenue, pas forcément devant la représentation nationale, la question est tout le temps posée. Le Premier ministre a répondu à la question. On va peut-être diffuser
en entendant que la régie diffuse l'élément, la réponse du Premier ministre, est-ce qu'il faut négocier avec vous? Me permettez de terminer sur ce que donc, son Excellence a dit tantôt. Moi, je ne crois pas au fait qu'une population... Sur la mobilisation populaire. Oui, sur la mobilisation populaire et la nécessité surtout pour l'ensemble des Burkinabés, en tout cas sans discrimination aucune, de s'engager. Parce que la question qui est posée, c'est une question de la survie de notre nation. Donc je ne crois pas en la capacité d'une population à gagner une guerre. Je ne crois pas en la capacité donc d'un pays à gagner une guerre. Moi je crois plutôt que c'est un peuple. Quand on parle de peuple, il y a cette charge donc émotionnelle et ce fond idéologique qui est là. Il faut que nous ayons tous, en tant que Burkinabés, cette conception que nous sommes un même peuple et que nous avons une communauté de destin. Okay. Là, nous allons pouvoir donc fouetter notre fibre patriotique et pouvoir nous mettre ensemble parce que si nous laissons la question du terrorisme aux seuls dirigeants, ils ne pourront pas. Une armée, aussi forte soit-elle, aussi puissante soit-elle, lorsqu'elle ne se sent pas soutenue par tout un peuple, je crois que c'est difficile quand même de pouvoir gagner une guerre. Avant qu'on demande à la régie de... Justement, parce que je pense que quand on parle de guerre totale, de la mobilisation totale des Burkinabés, cela ne veut pas dire forcément que tout le monde doit porter une arme. Mais vous savez que les armes sont de plusieurs natures. Il n'y a pas très longtemps, la semaine passée, je pense qu'on a mobilisé l'ensemble des Burkinabés à prier, chacun à son niveau, justement pour faire face à cette guerre. Quand on parle de mobilisation totale, ça veut dire que dans la psychologie, dans le mental même de la population, il faut qu'on prenne conscience que nous sommes dans une situation où chacun dans son acte, dans ce qu'il pose comme acte au quotidien, doit apporter une solution face aux problèmes qui se posent. Donc c'est en ce sens que moi je comprends la mobilisation totale. La guerre totale, c'est ça. Ça veut dire que chacun à son niveau, dans sa vie quotidienne, doit pouvoir apporter une solution. Alors, je crois que Athanas devra mieux expliquer ce qu'il entend par mobilisation populaire. Maintenant, je vais demander à la régie de diffuser l'extrait sur la réponse du Premier ministre par rapport aux négociations avec les terroristes. Et on revient après sur le plateau. Il y en a qui parlent de négocier avec ces ordres terroristes. Je suis tenté de dire que ce qui se ressemble, s'assemble. Ils ont sans doute des intérêts communs avec qui il veut, au nom de ces intérêts qu'il défend. Nous, il n'y a pas de négociation possible avec l'immoralité. La seule négociation qui vaille avec les bandits est celle qui se fait actuellement sur le champ de bataille. Nous ne négocierons jamais ni l'intégrité territoriale, ni sa souveraineté. Nous défendrons notre territoire et nos populations, coûte que coûte, et qu'on se le tienne pour dit. Notre ambition est de porter le nombre des VDP à 100 000, et même au-delà, afin que les populations, en tout temps... Retour sur ce plateau avec mes invités. Athanas Boudon vient juste d'écouter le Premier ministre. La guerre sera totale, il n'y aura pas de négociation, on ne négocie pas, on va défendre l'intégrité. Est-ce que vous êtes, vous comprenez sa position par rapport à ce que vous dites, vous, votre position au niveau du Front patriotique? Non, on ne parle pas de négociation. Bien entendu. On parle de diplomatie à partir du moment où, quand on saisit le niveau dont je viens de décrire, ça veut dire qu'il y a des acteurs extérieurs et des acteurs intérieurs. Donc on a les feuilles, on a le tronc et on a la racine. Les jeunes frères que nous sommes en train de liquider, ce sont nos frères qui sont instrumentalisés. On peut les décimer comme on veut. On parle de ceux qui ont pris les armes. Toutes les études ont montré que ce sont nos frères qui sont utilisés. Mais derrière ça, quand vous regardez, vous suivez les rapports qui sont faits par l'ANR, il y a des gens derrière. Et ces groupes ont des connexions un peu partout dans le monde. Et ces groupes sont financés par des États. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les rapports de l'ANR qui le dit. De ce point de vue, quand nous parlons,
que c'est une guerre complexe qui nécessite l'association de toutes les intelligences et qui mérite, qui dicte qu'on crée une synergie d'action. C'est de dire que tous les Burkinabés doivent pouvoir compter. Et chacun a son rôle à jouer. Mais je crois qu'on ne demande pas derrière un message des autorités qui dit qu'ils peuvent déposer les armes. Non, j'arrive. J'arrive. Je vous laisse continuer. Oui, quand je dis que ça mérite une mobilisation générale et que tout le monde devrait compter, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se retrouver ensemble. Et cela veut dire que les autorités de la transition doivent créer une synergie d'action pour convoquer toutes les intelligences. On n'a pas à dire que, par exemple, il y a d'autres qui ont d'autres rêves, et d'autres, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment fait le travail pour amener ceux qui ont d'autres façons de voir à s'allier au rang. Je vais dire qu'aujourd'hui, quand on arrive à se retrouver unis, on forme un front fort, on a déjà résolu 50% du problème. C'est dans ce sens que, effectivement, je suis d'accord avec M. Dondassé, que quand on parle de la mobilisation générale, quand on parle de la guerre totale, chacun doit pouvoir avoir son rôle à jouer. Je disais la dernière fois à Boussé, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a un problème, parce que vous êtes là, vous dites que ça n'arrive qu'aux autres. Au Sanguier, à côté, il y en a. Si aujourd'hui, il y a un problème, qu'est-ce que vous allez faire? On n'a pas formé les gens au secourisme, on n'a pas formé les gens aux actions de pouvoir... Et quel comportement il faut avoir au cas où il y a une attaque, ainsi de suite. C'est par là qu'il faut mobiliser tout le monde. Et c'est pour cela que nous on parle de guerre populaire, parce que c'est cette mobilisation populaire-là qui peut amener une armée populaire qui peut pouvoir défendre toutes les institutions. Je n'ai pas non plus dit qu'on va gagner la guerre si on se mobilise forcément. Mais j'ai dit qu'en se mobilisant, en menant la guerre totale, ça veut dire que nous sommes aptes à pouvoir garder les institutions de la nation. C'est pour cela que nous parlons d'armée populaire. Et ça, il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Et cela, ça doit avoir une stratégie derrière. Et cela, on doit pouvoir utiliser tout le monde, y compris les coutumiers, y compris les politiques, y compris les fêteurs, parce que le Burkina a une chance. Le Burkina a une chance parce que nous ne sommes pas un État qui vit dans l'anarchie. Les gens sont organisés aussi bien au niveau des professionnels, aussi bien au niveau des religieux, aussi bien au niveau des syndicats, je veux dire des travailleurs. Il y a des fêtiers actionnés. Oui, bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Et en plus de cela, j'arrive. En plus de cela, très rapidement, quand je parlais d'aller convoquer, quels sont ceux qui sont en train d'entretenir le terrorisme, et je vous dis que c'est au niveau de l'extérieur, ça veut dire qu'il y a une diplomatie qui doit être menée. Si vous appelez cette diplomatie la négociation ou quoi, ça c'est autre chose. Dans tous les cas, il faut à un moment donné arriver à pouvoir aller amener à ce que ceux qui font le financement puissent arrêter le financement d'une manière ou d'une autre. Et c'est en ce moment que chacun, il y a des missions et pas s'asseoir au niveau d'un plateau de télé pour révéler, mais il y a un travail de nuit, de jour qui doit se faire. Parce que quand on suit encore ceux qui financent le terrorisme à l'extérieur sont des individus ou des États? Des États, ça c'est l'ANR qui le dit. Ce sont des États. Et il y a des États, parce qu'il y a deux types de financement. Il y a l'autofinancement qui est fait à travers les trucs, la drogue, et ainsi de suite, et même la zakat qu'ils font. Ça, c'est l'autofinancement. Mais il y a des financements aussi qui le reçoivent d'État. Alors, l'autre question, c'est, vous avez parlé de ces populations qui ont pris des armes, des Burkinabés. Tout le monde tout le monde le sait. Qui ont été instrumentalisés. C'est ce que vous dites, qui ont été instrumentalisés. Qu'est-ce qu'on fait de... Est-ce qu'il y a une sorte de diplomatie qu'il faut mener, puisque le Premier ministre, tout de go, il dit on ne négocie pas avec quelqu'un, c'est la guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Je pense que le Premier ministre a plutôt dit que on ne va pas négocier sur une quelconque cession de notre territoire, mais il ne dit pas qu'on ne discute pas avec les frères. Enfin, moi, avec les bandits armés, ce sont ces mots, la seule négociation qui vaille. Si ça a été dit comme ça... Et celle qui se fait actuellement sur le champ de bataille. Non, bien sûr, mais il faut relier les autres, parce qu'il y a des gens, comme ça aussi ça a été dit, qu'il y a des gens qui souhaitent déposer les armes. En ce moment, ce n'est pas de la négociation, c'est de discuter pour savoir comment on fait l'insertion. Je crois qu'il y a même des programmes dans ce sens. L'armée a un message, il faut déposer les armes. Oui,
Je pense qu'il faut que nous soyons sincères. Il faut qu'on soit véridique envers nous-mêmes. Quand quelqu'un vient vous attaquer chez vous avec des armes, tue, enfants, femmes enceintes, brûle tout, pille vos biens, qu'est-ce que vous faites? Vous partez négocier, dites, venez, on va négocier. Je comprends bien les propos de son Excellence, mais je veux dire tout simplement, et je pense que nous allons dans le même sens, si effectivement il y a des gens qui agissent dans l'ombre pour financer, pour entretenir cette guerre, peut-être que il y a un travail dans l'ombre qui doit être fait avec ces gens-là. Mais sur le terrain, je suis en phase avec les propos du Premier ministre. Les propos du Premier ministre, il s'agit de ce qui se passe sur le terrain. Que nous avons, que ce soit des fils du pays, que ce soit des gens de l'extérieur, tant que nous aurons des gens qui sont sur notre territoire et qui tuent, qui pillent comme ils veulent, face à ces gens, il n'y a que la force de l'arme. Il n'y a pas autre solution. Voilà, il faut qu'on soit véridique. C'est pour cela que quand on parle de négociation, vous vous rappelez, on avait eu un plateau, il y a un peu longtemps, j'avais dit, mais attendez, voilà, moi je dis, peut-être qu'il faut parler, et à l'étape où nous sommes, il y a besoin d'un sursaut patriotique. Parce que je pense que histoire de négociation, même de réconciliation, il y a un peu de la similarité. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où nous sommes menacés. L'existence de notre nation est menacée. Face à cela, je pense qu'il faut que nous puissions être clairs face à tous ceux qui pensent que nous pouvons fléchir, parce que ceux qui entretiennent les terroristes, aujourd'hui, il faut que nous leur montrions qu'en tant qu'État, nous sommes forts pour faire face à ceux qui nous envoient. Parce que tant qu'ils ne verront pas ça, même si nous négocions avec eux aujourd'hui, demain ils penseront encore que le Burkina est un État faible, c'est le ventre mou par lequel on peut passer. Donc il faut que nous gagnions le combat sur le terrain face aux terroristes. Maintenant, s'il y a des gens qui soutiennent dans l'ombre, et bon, voilà, avec qui il faut avoir un langage, un discours, il n'y a pas de souci. Mais nous ferons la guerre et la gagner sur notre territoire. Ça, c'est sans discussion. Ali Badra? La question, elle est un peu complexe. Elle est un peu complexe, mais je pense que il y a quand même deux positions qui se dégagent. Et je trouve qu'il y a une question préjudicielle qu'il faut d'abord se poser. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons gagner la paix ou nous voulons enregistrer des victoires en menant la guerre, au bout desquelles victoires nous aurons la paix? Subséquemment, est-ce que réellement il y a une paix au bout d'une guerre, à la fin de la guerre? Parce que la guerre, quand même, c'est des morts. Et aujourd'hui, je ne pense pas que l'armée burkinabé ou les VDP, qui sont sur les premières lignes pour défendre le territoire national, avaient souhaité tuer même une mouche. Le Burkina est reconnu pour être donc les Burkinabés, pour être un peuple donc paisible. Mais c'est une guerre qui nous a été imposée. Donc c'est à notre corps défendant que nous devons effectivement, en situation de légitime défense, nous défendre. Donc moi je comprends la posture de l'armée ou des gouvernants aujourd'hui qui disent que face donc à une telle agression, la réponse doit être militaire. Mais si vous suivez la logique du gouvernement, ne dit pas que la réponse doit être exclusivement militaire. Donc, si elle n'est pas exclusivement militaire, elle est aussi politique, elle est diplomatique, elle est aussi sociale et sociétale, de par l'implication des légitimités coutumières et religieuses, dont Excellence parlait tantôt. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi personnellement, je ne vois pas la contribution de ces légitimités coutumières et religieuses dans ce qui arrive à ce pays. Pourtant, ce pays a une histoire. Vous ne voyez pas? En fait, pas à satisfaction. Je sais qu'il y a eu donc des rencontres, il y a eu donc, bien sûr, des activités qui sont menées, mais pour moi, comme... à quel degré ces légitimités vous savez, devraient s'impliquer? Pour moi, hein, quand je me réfère à l'histoire donc de la Haute-Volta, vous vous rappelez le 4 septembre 1947,
pour l'œuvre de reconstruction donc, du territoire dans ses limites d'avant donc son éclatement, ça a été en grande partie dû effectivement à ses légitimités coutumières et religieuses. C'est important. Et vous savez, ce sont donc des leviers de notre société qu'il faut à un moment donné, lorsque on n'a pas une lisibilité par rapport donc au lendemain, il faut les impliquer à un certain niveau. Et je crois que, personnellement, ce n'est pas forcément de dire que c'est l'autorité étatique qui doit le faire, mais elle doit créer les conditions de la participation de ces légitimités. Comme elle doit aussi créer les conditions d'une diplomatie assez soft. Parce que Excellence l'a dit, et je pense que ce n'est pas rien. Il faut qu'on sache que les implications extérieures, n'est-ce pas, qui favorisent l'armement des terroristes ou l'équipement des terroristes, tant que nous n'allons pas travailler à assécher donc ces sources de financement extérieures ou la dotation en armement venant de l'extérieur, ça va être aussi compliqué. Donc pour moi, aucune question, aucune piste de solution ne doit être écartée. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais donc m'appesantir pour sortir, c'est comment on arrive à l'échelle du pays, à l'intérieur, mettre à contribution l'ensemble des intelligences de ce pays. Parce que j'ai dit... Vous êtes pour une convocation des assises nationales, je crois que non, on est déjà passé par les assises. L'une des recommandations du Front Patriotique. Non, vous savez, chaque jour que Dieu fait, il y a des réflexions qui sont faites par des cercles, par des réseaux. Ce que je veux dire, c'est que nous devons encourager le gouvernement à s'ouvrir. Parce que comme je dis, cette question de la défense de la patrie doit être une œuvre commune à tous les Burkinabés. Et jusqu'à preuve du contraire, moi je demeure convaincu que tous les Burkinabés aiment leur pays et que chacun veut se battre pour qu'on puisse s'en sortir. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs. Il y a effectivement certains Burkinabés qui pourraient être tentés d'abuser de l'ouverture des autorités. Mais là aussi, je crois qu'un État responsable s'assume lorsque ces genres donc, de constats-là sont faits. Mais de prime abord, a priori, il faille quand même une ouverture. Quand je dis cela, ce n'est pas forcément pour faire un mauvais procès au gouvernement pour dire qu'il est fermé. Mais il faut qu'on tende l'oreille aussi. Parce que de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent pour demander à être impliqués ou à pouvoir donc jouer leur partition. Okay. Et je crois qu'il faut écouter large, il faut ratisser large, parce que comme je dis, cette question n'est pas l'apanage des seuls gouvernants. On va aborder en même temps, en filigrane, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, la question de la diplomatie, ce qui s'entend bien entendu avec la gestion de la crise sécuritaire, parce que le Premier ministre a dit dans son discours, par rapport même à l'acquisition des armements au compte de l'armée burkinabé, il y a des partenaires qui font des affaires au Burkina Faso qui ont refusé de nous vendre des armes. Certains partenaires ont même dissuadé d'autres de le faire. On rentre dans la diplomatie. Je vais commencer avec... à tout ça, à tout honneur. Trudeau, qui a été quand même ambassadeur justement du Burkina au Canada. Est-ce que vous comprenez la posture du gouvernement dans sa politique étrangère? Mais avant de répondre à votre question, hein, parce que de toute façon c'est lié. C'est lié, c'est pourquoi je dis, voilà, c'était pour justement dire que M. Ouedraogo a bien perçu ma lecture. Je ne souhaite pas que vous fassiez la même lecture que d'autres de ce que le Premier ministre a dit et bien avant de ce que le chef de l'État a dit. Il a dit qu'on ne négocie pas sur une portion du territoire. Il n'a pas dit que de façon exclusive, il n'y aura pas de négociation. Parce que diplomatie égale à négociation. Si on dit on ne fait pas de négociation, ça veut dire qu'on ne fait pas de diplomatie. Alors qu'on a besoin à tous les coups de la diplomatie. On parle des terroristes, on se comprend. Même, oui, nous sommes dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Voilà. Ce n'est pas de façon exclusive. Okay. Voilà. Maintenant, effectivement, si les terroristes veulent créer des États islamiques, on ne va pas négocier sur une portion de la terre. Mais on peut négocier, on peut échanger avec eux sur comment ils peuvent aller ailleurs pour s'adosser à d'autres. Parce que quand vous regardez l'analyse encore de l'ANR, je convoque ça parce que je vous invite, puisque l'ANR est ouvert, ils ont dit pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements ou bien des informations, parce qu'ils disent qu'ils veulent s'appuyer sur le Burkina parce qu'ils ont des objectifs.
s'appuyer sur le Burkina pour pouvoir faire. C'est pour cela qu'ils sont rentrés au Burkina. Donc je vais dire que ici, je suis totalement d'accord avec M. Ouedraogo quand il dit qu'il faut faire de telle sorte que tout le monde puisse compter. Parce que ici, on n'a pas besoin qu'il y ait d'abord qu'on puisse s'aimer. On a besoin que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir combattre. Sur l'essentiel? Sur l'essentiel. C'est dans ce sens qu'il faut permettre, créer les conditions pour pouvoir le faire. À la rencontre entre le chef de l'État et les partis politiques, vous l'avez suivi, les échanges ont abouti au fait que le chef de l'État a dit qu'il va créer des cadres de concertation. Pour le moment, il n'y a pas encore ces cadres de concertation. Donc c'est toujours bien que, en tant qu'organisation avant-gardiste, que nous puissions leur dire, créer les conditions pour l'implication de tout le monde. Et il a convoqué l'histoire pour montrer que, en son temps, les acteurs ne se sont pas levés comme ça. Il y a eu des conditions qui ont permis à ce qu'on se lève. Par exemple, si lui, il doit être envoyé, par exemple, en Côte d'Ivoire, je prends un exemple grossier comme ça, il ne se lève pas comme ça pour aller, il faut qu'il soit missionné. C'est dans ce sens que tout le monde devrait pouvoir jouer un rôle, qu'on soit médecin, qu'on soit militaire, qu'on soit diplomate, qu'on soit politique, et sur tout le monde doit pouvoir. Et c'est ceux qui ont la charge de la conduite de la transition qui doivent créer ces conditions. Et comme il a si bien dit, quand on parle d'ouverture, ça ne veut pas dire appeler les gens dans un gouvernement ou pas, c'est de pouvoir créer des synergies d'action pour convoquer toutes les intelligences, parce que le Burkina en a, et on peut pouvoir faire le travail dans ce sens. Donc maintenant, sur la diplomatie, c'est naturellement de bonne guerre, qu'on puisse rendre compte au peuple des difficultés. Parce que c'est la souveraineté. Bien sûr, mais maintenant, s'il y a des goulots d'étranglement, que dans le cadre de la révabilité, que le gouvernement puisse communiquer pour le moment des difficultés qu'ils ont. Et cette communication, ce n'est pas d'abord, même à ce niveau, comment les autres s'organisent pour nous empêcher de faire telle chose ou telle chose. Avant même, pour l'acquisition des armes, pour pouvoir le faire, ils étaient obligés de pouvoir quitter un marché dit formel, parce que dans le marché formel, la procédure est tellement longue pour pouvoir avoir les armes. Voilà, donc il faut passer par d'autres partenariats. Et le chef de l'État l'a salué pour montrer que de par cette ouverture, on a pu pouvoir acquérir des armes, en tout cas par d'autres circuits, et c'est ça qui permet à ce qu'on puisse avoir un peu de souffle. Donc, je pense que cette communication... C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, bien sûr. Alors, vous voulez réagir? Oui, bien sûr. Par rapport à la diplomatie? Oui, mais juste avant, je reviendrai sur la diplomatie. Très rapidement. Mais je voulais dire, on a parlé de négociations, on a parlé d'ouverture. Je voudrais que nous repartions un peu dans notre histoire et qu'on se rende compte qu'à un certain moment, nous avons eu cette forme de négociation-là, d'entente tacite avec ces gens-là. Ce n'est pas aujourd'hui que le Burkina est menacé. Hein. Il y a longtemps qu'on sentait la menace. Ces gens-là, c'est terroristes. Oui, les terroristes, et peut-être avec tous ceux qui sont derrière eux. Il y a longtemps, justement, et nous avons eu cette forme de négociation, d'entente-là. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est ce qui m'amène à dire que pour ce qui est de la diplomatie, il n'y a que la diplomatie de la souveraineté qui peut tenir face à cela. Parce que pour moi, la souveraineté, c'est notre capacité, c'est notre droit. Le droit international reconnaît la souveraineté de tout État. Et pour moi, la diplomatie que nous devons mener, c'est de faire comprendre que nous, en tant que nation burkinabé, nous avons le droit de nous affirmer, de prendre les décisions qui sont convenables pour nos populations. C'est pour cela que je suis d'avis avec le gouvernement quand il pense que on doit nous donner le droit, nous accorder le droit de mettre fin à certaines relations, à certains accords, et d'aller vers d'autres accords, tant que nous pensons que c'est ce qui est bien pour notre nation. Et vous n'avez pas peur que l'Occident tourne le dos au Burkina Faso? Mais justement, l'Occident a tourné le dos au Burkina depuis longtemps. Parce que vous pensez, quand on parle de l'Occident, on voit peut-être la manne financière, l'apport qu'on envoie, l'aide au développement et autres. Ce n'est pas de cela que nous avons besoin. Un peuple souverain a besoin de la reconnaissance de sa souveraineté. Je vais vous donner un exemple.
dans la semaine, vous avez vu ce qui s'est passé en Ouganda. La loi qui a été votée sur l'homosexualité. Tout à fait. Et vous avez certainement vu les États-Unis qui ont brandi... La Maison Blanche. Oui. Sur la violation des droits humains. Non, ils ont dit qu'ils vont voter des sanctions contre ce peuple-là. C'est ce que j'appelle la dictature à l'international, l'échec du leadership à l'international, et qui fait qu'aujourd'hui, des peuples comme les nôtres sont obligés de se battre pour revendiquer leur souveraineté. Si nous ne la revendiquons pas aujourd'hui, demain nous serons appelés à le faire. Je suis choqué quand je vois des pays voisins qui pensent que face à ce terrorisme, il faut recevoir des milliers de soldats de puissance étrangère sur leur sol. C'est honteux pour moi. Parce que si vous refusez de faire face à votre souveraineté, à votre capacité, à votre droit de décider pour vous-même, demain, vous n'aurez plus la chance. Vous dites que les autres pays ne décident pas pour eux-mêmes? Non, à partir du moment où vous recevez toute une armée sur votre sol, est-ce que ça veut dire qu'il y a une contrepartie? Le pays a reçu toute une armée sur son sol. Mais, écoutez, je vous pose la question. Non, le Niger à côté, il y a combien de soldats français sur le territoire nigérien? Dites-moi. Je veux dire, on a accepté des soldats français, c'est comme il y avait des soldats français au Burkina. Mais pourquoi est-ce qu'il faut... Je veux savoir, pourquoi est-ce qu'il faut accepter une partie de l'armée française sur un territoire? Dites-moi pourquoi. Aujourd'hui, ces militaires qui sont dans ce pays, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement? Est-ce que c'est vraiment une armée nigérienne ou bien qu'est-ce qu'ils apportent? Où est le besoin? Le problème, pour moi, ne se trouve pas à ce point, parce que nous avons... Je parlais de la diversification des partenaires. Vous avez des questions géopolitiques, géostratégiques. Vous avez le Burkina qui a vraiment pris position justement avec des relations comme... Enfin, pris des relations avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, qui sont voilà, des pays... qui sont comme dans un bloc, et il y a l'Occident aujourd'hui. Je n'avais pas dit, je n'ai pas utilisé le terme marginalisé. Est-ce que vous n'avez pas justement cette crainte que l'Occident tourne le dos au Burkina Faso? Je ne crois pas qu'on a tourné le dos à l'Occident. Parce que ce qu'il faudrait... Pas de l'Occident. Oui, j'ai compris. Ouais. C'est ça. Il ne faudrait pas... Je ne crois pas qu'on ait tourné, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore renoncé à un accord diplomatique avec un pays. Et au contraire, quand on parle de la diversité, et surtout d'affirmer notre souveraineté, cela ne veut pas dire qu'on on se met à dos. Non, on se met dos à dos, mais il faut surtout revisiter ces accords pour discuter à ce qu'on puisse se prendre en partenaire. Et je pense qu'on a renoncé à l'accord de coopération militaire avec la France à un moment donné, pas parce que c'est la France, pas parce que l'armée française était au Burkina, mais parce que cette armée n'arrivait pas à jouer le rôle que nous voulions que ça joue. Donc il fallait qu'ils partent pour que s'ils doivent avoir leur présence, que chacun puisse jouer son rôle. Parce qu'à un moment donné, ça c'est la petite histoire pour vous dire, leur présence ici, ils étaient là. Quand ils ont besoin des informations sur certains mouvements, ou bien en tout cas, ils ont besoin d'informations sur l'armée burkinabé, nous leur donnons l'information. Mais quand nous voulons des informations avec eux, on ne pouvait pas avoir ces informations. Donc, il avait dit qu'il n'y avait pas une coopération saine qui se faisait. Donc, naturellement, que pour affirmer notre souveraineté, mais on sait, on a renoncé à cet accord-là. Donc, mais on n'a pas tourné le dos à la France. Je ne pense pas. Parce que c'est comme l'a si bien dit, pas qu'on tourne le dos à la France. Pour nous, il faut plutôt travailler à élargir ce centre de coopération, mais au-delà de l'élargissement, c'est surtout pouvoir discuter avec les partenaires, parce que quand on parle de diplomatie, c'est surtout des signaux. Et mal interpréter ces signaux, ça peut être très grave. Je précise ma question, je ne dis pas que le Burkina a tourné le dos, puisque le Burkina n'a pas rompu ses relations avec ces pays. Je dis, est-ce que l'Occident ne va pas tourner le dos justement au Burkina? En termes de partenariat, c'est la question que j'ai posée. Si c'est ça, si c'est à ce niveau, il faut le dire. Le monde est posé sur des questions géopolitiques, géostratégiques, il faut prendre cela en considération. Bien sûr, le travail qu'on a eu à faire
en s'affirmant, la France va naturellement pouvoir réagir, va réagir. Et cette réaction, effectivement, peut avoir des conséquences pour nous. Mais je crois qu'on s'est suffisamment préparé. C'est là ma question. Alors, Ali Badra, malheureusement, mais j'ai envie de vous poser une question. Peut-être que Pato va revenir là-dessus. Juillet 2024, c'est l'agenda électoral. Vous avez entendu le Premier ministre sur la question. Il ne peut pas avoir d'élection sans sécurité. Vous êtes d'avis? Très rapidement, 30 secondes. Non, je ne peux pas répondre à cette question en 30 secondes, parce que ce n'est pas une interrogation totale à laquelle il faut répondre par oui ou non. C'est des analyses. Je pense aujourd'hui que le Burkina Faso fait face à un péril qui est celui donc terroriste. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est cette question-là qui doit mobiliser l'attention de tous les Burkinabés. Donc c'est évident que sans sécurité, même les acteurs politiques sont les premiers à reconnaître que sans sécurité, on ne peut pas organiser des élections. Mais maintenant, il faudrait aussi que l'on se convainque qu'il y a eu donc des assises qui ont pu, en tout cas, aboutir à une charte de la transition. Et dans cette charte de la transition, l'AXIS traite donc de la question des élections. Donc c'est aussi une obligation implicite ou tacite pour le gouvernement d'y arriver. Mais c'est les questions de délai. Je crois aujourd'hui qu'il faut agencer les choses en fonction, sur une échelle de priorité. Donc pour moi, et je le dis sans embâche, ce qui est prioritaire aujourd'hui au Burkina, c'est la question de sécurité, c'est la sauvegarde donc de notre intégrité territoriale, c'est préserver la vie des Burkinabés. Parce que les élections, c'est fait pour quoi, finalement? Je crois que c'est la même position de Pato Dondassé. Vous avez une tribune. Moi, j'avais voulu me prononcer sur la question de la diversification de partenariat. Bon. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Je crois que pour les partis politiques, il y aura, on va vers des congés prolongés pour vous, les acteurs politiques. Agenda 2024, juillet. Pour les élections? Les élections. Non, moi je pense que l'article 21 de la charte dit clairement qu'il faut organiser les élections en 2024. Maintenant, si pas de cas de force majeure, on ne peut pas organiser, il faut repartir vers le peuple. Merci. Merci. Je crois qu'on va inviter les téléspectateurs à lire votre tribune, qui est disponible sur les sites d'information. Merci à Ali Badra Ouedraogo, analyste politique, à Pato Dondassé, président du CRED, et à Athanase Boudot. Je crois que nous avons largement mordu dans le temps. Merci à toute l'équipe de réalisation, à la rédaction en chef. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Bonsoir chez vous.